rapport, par rapport au mobilier, aux fournitures scolaires qu'on pouvait choisir. Et ça fait une belle transition avec l'intervention de Alice Pied-Noir de la ville de Paris qui pourra nous expliquer concrètement les différents achats que vous pouvez mettre en place. Donc, je vais pouvoir laisser la parole maintenant à Alice Pied-Noir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je viens effectivement vous présenter une mise en pratique de ce qu'on vient d'entendre et comment on peut le décliner et prendre en compte la santé environnementale dans la commande publique. Alors, ça va être vraiment un autre type de présentation. J'ai beaucoup apprécié tous ces apports voilà, du premier intervenant. C'était vraiment très intéressant. Je vous propose, alors je vais essayer de repartager mon écran en espérant que ça fonctionne. Voilà. Je vous propose de vous présenter aujourd'hui les différentes façons d'intégrer la santé environnementale et plus précisément les perturbateurs endocriniens, même si on va élargir un petit peu ce sujet. Alors, hop, ah mince, ça y est, moi aussi j'ai des problèmes techniques. Donc tout d'abord, juste pour vous présenter la démarche d'achat responsable de la ville de Paris, donc qui existe depuis de nombreuses années désormais. Donc on est sur une volonté très forte de prendre en compte la partie environnementale. Ça représente nos achats représentent alors et sur la partie achat et sur la partie contrat de concession 3 milliards d'euros. Donc on a aussi un effet de levier qui est considérable et qui nous donne aussi une position qui est importante justement pour faire basculer quelquefois, enfin, pour inciter en tout cas les industriels et ceux qui seront nos fournisseurs à proposer des offres les plus responsables possibles. Voilà. Et je vais vous parler de notre schéma parisien de la commande publique responsable, qui est un petit peu le plan qu'on s'est fixé entre 2022 et 2026 pour ces quelques années qui va mettre en avant les actions qu'on a mises en place à la ville et qui va nous donner des caps sur différents sujets, donc aussi, côté économique, environnement et aussi environnemental et social et solidaire également. Donc ce schéma, il a été fait par le pôle achat responsable et j'en profite pour vous dire que donc moi je fais partie du pôle achat responsable qui est rattaché à la sous-direction des achats au sein de la direction des finances des achats de la ville. Mais on va travailler au travers de nos achats ville avec l'ensemble des acheteurs et des personnes qui passent les achats ici à la ville pour faire en sorte que leurs achats soient les plus responsables possibles et intègrent le plus possible le développement durable. Donc, au travers de ce schéma, il y a donc le deuxième axe concerne tout ce qui est relatif à la responsabilité environnementale et notamment, vous voyez, le premier, l'axe 2.1, c'est protéger face aux risques sanitaires parce que ça, c'est une action qui est importante pour la ville depuis longtemps et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a aussi le sujet de l'économie circulaire et des éco-comportements et de la consommation responsable qui sont aussi pris en compte et aussi nos actions concernant les enjeux économiques et sociaux et sociétaux, mais dont je parlerai pas aujourd'hui. Si je reviens sur la partie responsabilité environnementale et notamment les actions qui s'intéressent, enfin qui visent à protéger face aux risques sanitaires, on en a plusieurs types. Donc le premier, ça concerne vraiment les perturbateurs endocriniens, les nanomatériaux dans l'ensemble de nos marchés et de fournitures et de prestations de services. Il y a aussi un autre axe qui est celui de l'alimentation durable et du zéro plastique dans les marchés de restauration collective dont on va parler juste après. Et un autre chantier qui concerne cette fois-ci la pollution automobile, qui est aussi une démarche qui a été mise en place depuis plusieurs années par la collectivité parisienne.
Donc ce schéma et ce plan d'action, il s'inscrit dans un contexte plus global à la ville où on a aussi un plan qui relève de la santé environnementale aussi, qui a été publié il y a quelques années à Paris, et un petit peu dans la continuité de ce que disait Monsieur Ciconella, c'était une communication qui a été faite sur les perturbateurs endocriniens à destination des Parisiens et des Parisiennes, voilà, suite à la signature de la charte ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. Je vous mets juste une petite illustration, mais c'est vraiment, voilà, parce que c'était la thématique du jour. C'est un petit flyer qui reprend les grands enjeux, quelques notions clés, et voilà, mais qui va pas aussi loin que ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu introductive. Dorénavant, je voudrais vous présenter ce qu'il est possible de faire, et en tout cas ce qu'on a mis en place, nous, à la ville dans nos achats, les différents enjeux les différentes clauses et exemples qu'on a insérés dans nos contrats pour pouvoir s'inscrire dans une amélioration de la santé environnementale des Parisiens et des Parisiennes de façon générale, et de nos agents aussi, et on fera un focus sur la petite enfance aussi, qui est vraiment un secteur assez sensible, on l'a bien vu. Donc pour rentrer dans la partie plus technique des choses, on a la chance d'avoir une direction de la santé publique et de l'environnement au sein de la ville, donc des spécialistes qui vont vraiment voilà, qui ont cette culture scientifique et qui peuvent étudier les matériaux et les réglementations qui font partie des matériaux. Et donc on travaille là en ce moment avec eux, puisque c'est une action de notre sponsor, pour déterminer comment rédiger les clauses et les faire évoluer, puisque ça fait quelques années qu'on en met dans nos marchés, mais on souhaiterait la faire évoluer et l'homogénéiser aussi selon nos consultations. Donc l'idée, c'était de reprendre une partie globale qui retrace les réglementations applicables de façon générale sur ce sujet de la santé environnementale et des perturbateurs endocriniens, et ensuite de spécifier par segment d'achat concerné quelques clauses ou quelques réglementations spécifiques, et surtout utiliser un outil complémentaire qui sera le label. On va le voir juste après. Donc ne prenez pas peur, je partage la slide suivante. Donc le début de cette clause spécifique relative aux perturbateurs endocriniens et aux polluants chimiques, qui reprend les réglementations actuellement applicables. L'idée, c'est qu'elles soient révisées régulièrement, puisque c'est vraiment un contexte législatif et réglementaire qui bouge et qui évolue. Donc voilà, on reprend. Vous aurez le schéma, et je vous invite pas à les lire ligne par ligne. Ce qui est juste important, et ce que je souligne, c'est la liste. Vous avez le lien vers la ED list, qui est une liste au niveau européen qui a été mis en place et qui établit les produits chimiques qui doivent être interdits. Ça aussi, ça évolue régulièrement. Donc, notre idée, c'était de mettre uniquement, d'indiquer que cette liste de produits doit être prise en compte dans les marchés, et donc ne pas se retrouver dans ce qu'on achète. Mais il fallait que ça soit mis à jour régulièrement, et donc on invite nos fournisseurs et nos soumissionnaires à se reporter à la liste actuellement en vigueur à chaque fois. Ont été ajoutées d'autres substances qui sont, voilà, que notre service spécialiste a jugé comme également préoccupantes, et donc qui pourraient être concernées. Donc ce sont les bisphénols F1, AF2, les phtalates qui sont listés, et les perchlorates 3, ammonium et sodium notamment. Qui doivent être considérés au même titre que les substances qui sont listées dans cette ED liste 1. Donc voilà pour le cadre un petit peu réglementaire, qu'on rappelle. Évidemment, il s'applique comme une réglementation classique, mais c'est toujours bien de le rappeler dans les consultations, pour pouvoir sensibiliser les soumissionnaires, en tout cas les candidats potentiels, au fait que nous sommes assez vigilants sur ce point-là. On l'introduit, et là je vous l'ai pas repris mais on explique que la ville est engagée dans la lutte contre les
perturbateurs endocriniens, notamment au travers de la charte que nous avons signée il y a quelques années. Et donc voilà, ça apporte des petits éléments de contexte pour dire on est vigilant là-dessus, on rappelle la réglementation et ensuite on va avoir des éléments qu'on va demander suivant le segment d'achat concerné. Donc ça peut être notamment de demander des écolabels, donc particulièrement écolabel européen et NF Environnement, puisque ça permet de s'assurer que le produit a bien répondu aux exigences, donc que ce soit de la réglementation REACH, de la réglementation CLP et les autres, voilà, les autres niveaux de conformité des substances qui entrent dans la fabrication des produits. Et donc ça, c'est vraiment un levier qui est utile et accessible pour nous acheteurs non initiés, voilà, sans tout ce bagage scientifique. C'est vraiment quelque chose qui est faisable, qui se développe sur de plus en plus de segments d'achat. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et qui est plutôt facile et qui apporte aussi d'autres valeurs ajoutées environnementales sur d'autres segments que la santé environnementale, puisqu'il y a des référentiels qui sont très globaux, qui se basent sur les différentes étapes de cycle de vie d'un produit. Donc c'est intéressant aussi à d'autres titres, mais particulièrement en termes de santé environnementale. Si on fait maintenant, si on passe en revue les exemples donc par segment d'achat. Alors là, j'ai commencé avec le segment de la petite enfance, donc qui est particulièrement sensible. On l'a vu. Ça va être des éléments, donc une illustration de ce qu'on retrouve dans nos cahiers des charges. Donc on va être sur une exigence de produits écolabellisés. Et donc là, on a listé les produits, les écolabels qui sont particulièrement adaptés pour ce segment-là. On ajoute aussi que le titulaire doit se conformer aux recommandations de l'ANSES et de la DGCCRF. Donc, on est vraiment, voilà, on se base sur un cadre qui est connu et qui est public, mais on souhaite le spécifier, le rappeler et ajouter, voilà, que tous les éléments donc de change qui sont en contact avec la peau des enfants doivent être d'un pH le plus neutre possible. Et ça, c'est plus pour la partie irritation. Voilà pour ce qui est les changes et plus généralement sur donc les crèches, il y a eu des actions assez fortes de mener de façon globale sur tout ce qui va tourner autour de la petite enfance. Donc ça va être les biberons en verre et ça on a vu pourquoi dans la première intervention. Donc c'est quelque chose, c'est un choix qui a été fait assez fort aussi. De la vaisselle qui n'est pas en plastique, donc majoritairement en inox, des jouets sans plastique là aussi, c'est en majorité. Et on a aussi, donc, dans une autre gamme, les produits d'entretien qui sont écolabellisés, puisque c'est tout ce qui va avoir une influence sur la qualité intérieure des espaces de crèche. Et ça, ce sont des choses qu'on retrouve donc pour les crèches qui sont gérées par la ville, par les agents de la ville de Paris, donc qui utilisent les biberons, la vaisselle, etc. Mais quand on passe des marchés quand on externalise, parce que il y a des crèches qui sont en régie et d'autres qui sont externalisées, et donc on retrouve aussi ces exigences dans nos marchés de gestion de crèche. Donc là où on externalise, on demande à nos candidats, nos titulaires de marché, d'avoir un niveau aussi élevé que si les enfants étaient accueillis en crèche qui sont en régie à la ville. Donc ça va être prendre en compte les substances chimiques en rappelant le taux de 0,1% de la masse du meuble ou du produit. Il y a aussi des choses, donc des mentions relatives au COV. Voilà. Et on invite les titulaires à fournir les étiquetages relatifs au taux d'émission d'air intérieur. Donc ça, on les retrouve et on va le voir juste après dans tout ce qui est peinture, panneaux aussi. Voilà, et je vous ai remis des éléments. Donc là aussi, on va, donc même quand on est dans un marché de gestion de crèche, demander ce qu'on exige quand on fait des marchés directs. Donc pour l'échange, c'est ce qu'on a vu. Pour évidemment tout ce qui est surveillance de la qualité de l'air intérieur. Sur les mobiliers, ça c'est quelque chose qu'on demande de façon générale, c'est donc d'intégrer des produits qui répondent à la norme NF environnement ou équivalent, et aussi limiter tout ce qui est vernis, mousse isolante, etc. pour dans la composition des produits. Ça peut être aussi donc utiliser de produits écolabellisés type EcoCert pour
les produits d'entretien. Voilà, qu'est-ce que je veux... Donc, on limite dans les fournitures tout ce qui est phtalate et bisphénol A. Donc ça, c'est dans tout ce qui va tourner autour de l'enfant et d'utiliser du linge ou textile Ecotex. Donc ça, on en reviendra aussi. Euh, euh, voilà, mais là, c'était pour vous montrer. Donc là, on est dans un marché de gestion de crèche externalisé. Si on reste toujours dans le domaine de l'hygiène, on a aussi passé un marché de protection périodique lavable qui va concerner, donc là, il y a des éléments qui sont exigés dans le cahier des charges, et donc ça va être la composition du produit en lui-même, donc les protections qui doivent être à plus de 50% en coton biologique ou 50% issus de matières naturelles renouvelables, donc sauf pour les coupes menstruelles qui faisaient partie de ce marché. Donc pas de blanchiment en chlore ou avec des agents chlorés, pas de parfum et de colorant. Ça aussi, c'est quelque chose qui commence à disparaître. On voit des usages et heureusement parce que voilà, c'est porteur de substances chimiques superficielles, on va dire. Enfin, donc tout ce qui est cancérigène, mutagène et reprotoxique, ça, dont les perturbateurs endocriniens. Et si on fait un focus spécifique sur les coupes menstruelles, on est sur un silicone de qualité médicale qui est dans un emballage individuel sans plastique d'origine pétrochimique. Et ça, c'était des choses qui étaient exigées dans les cahiers des charges et complétées d'un critère de choix des offres qui concernait la qualité sanitaire et environnementale des produits, qui était pondéré à 40% et qui se divisait en deux parties. Donc, une première partie sur la qualité sanitaire et environnementale des serviettes lavables. Donc, il y avait toute une fiche où il fallait les différents soumissionnaires précisaient les compositions des produits, enfin des sous-parties du produit qui présentait. Et le deuxième, ça concernait la qualité sanitaire et environnementale des coupes menstruelles et de leur emballage, donc avec la composition des coupes et l'emballage individuel. Voilà ce qui était analysé. Si on revient sur la partie segment textile, et donc on achète beaucoup de vêtements professionnels notamment, ça peut être du linge de collectivité aussi, mais et là je vous ai présenté un extrait de nos marchés de vêtements professionnels. On va se baser là aussi, une fois encore, sur les labels. Et donc, ce qu'on impose dans nos cahiers des charges, ce sont les tissus qui soient labellisés Ecotex 100 ou équivalent, avec un certificat à l'appui. Et les cotons, ils doivent aussi être issus de l'agriculture biologique et également du commerce équitable. Voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous sur les vêtements professionnels. Ça fait quelques années qu'on a ce niveau d'exigence haute pour les vêtements des agents de la ville. En parallèle, il y a des éléments qui sont valorisés en critères d'analyse. Donc, on a un critère qui comprend donc deux parties, une un peu plus importante, donc à 60% sur la partie qualification environnementale et sociale des produits, où là, on va noter le nombre de références qui ont des écolabels complémentaires à celui qu'on a exigé dans le cahier des charges. Ça va être soit GOTS, soit EcoCert Textile, soit Made in Green. Voilà, même s'il n'est pas encore très développé. Et en complément, on avait, alors ça c'est un petit peu différent, mais c'est sûr, on s'intéressait à tout ce qui était conditionnement et production des déchets, où on demandait aux candidats de nous présenter les actions d'optimisation des emballages primaires et les actions en matière de gestion en fin de vie, en fin d'usage, pardon, des vêtements. Voilà, donc ça concerne, enfin, on s'éloigne un petit peu du sujet santé environnementale, mais ça reste intéressant d'un point de vue performance environnementale des achats. Il y a aussi le segment alimentation. Alors là aussi, c'est un marché de crèches. Ouais, il s'avère que c'est un marché de denrées alimentaires pour les crèches, mais qui pourrait tout à fait être transposé à des denrées alimentaires tout court. On se base sur, donc on a imposé 73% d'alimentation biologique dans les repas qui sont servis. Donc ça, c'est une exigence minimale et on va voir que c'est quelque chose qu'on va compléter d'un plan de progrès. Il
il y avait certaines denrées qui étaient listées et qui étaient exclusivement issues de l'agriculture biologique. Voilà, il y a 73%, donc ça donne une petite latitude aux titulaires, mais on a quand même verrouillé sur certaines références, sur certaines denrées, qu'elles soient issues de l'agriculture biologique. Voilà, et un petit peu en parallèle, je vous ai mis d'autres exigences qui concernaient les poissons, le commerce équitable, les conditions d'élevage aussi du bien-être animal, même si de plus en plus on essaie d'aller vers des repas végétariens, mais il reste quand même un petit peu de viande. On interdit tout ce qui est OGM et dérivés. Les contenants aussi de livraison qui doivent être réutilisables, et ça c'est un sujet aussi en restauration collective, la fameuse barquette en plastique. Voilà, il y avait d'autres choses concernant les TMS, mais c'est un petit peu, voilà, on s'écarte du sujet. Et donc, en parallèle de ces exigences du CCTP, il y avait un critère sur la qualité environnementale et sociale du marché, avec un sous-critère qui concerne donc un plan de progrès pour atteindre le bio, l'alimentation bio ou durable, donc au titre de la loi Egalim. Et donc, on a un objectif de 100%. Et donc, les différents soumissionnaires nous indiquaient comment ils voyaient l'évolution prévue. Il y avait aussi donc des choses concernant le caractère social et sanitaire, donc avec tout ce qui était lutte contre les TMS, l'insertion, mais plus particulièrement sur les propositions en matière de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Donc là, on le citait vraiment et c'était aux candidats de nous présenter leurs actions qui s'inscrivaient dans cette démarche-là. Et ensuite, un autre sous-critère sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà pour l'aspect alimentation, pour un des exemples côté alimentation. Dans le mobilier, je crois que c'était une des questions qui était dans le chat. Et voilà, il y a des choses qu'on peut exiger, par exemple que la mousse soit sans CFC. Donc là, c'est une réglementation qui doit normalement s'appliquer, mais quelquefois ça fait du bien de le rappeler, et de le mentionner par écrit dans les cahiers des charges. Ensuite, on précise des choses sur la nature des bois qu'on veut issus de forêts gérées durablement, mais surtout donc les panneaux dérivés du bois qui disposent au minimum du classement E1, donc il y a un classement en termes de dégagement de formaldéhyde notamment, et donc qui garantit que le taux de dégagement ne soit pas trop élevé. Donc on parle aussi des caractéristiques des panneaux agglomérés, donc pour du PMDI, voilà, ne doit pas avoir de dégagement de monomère MDI. Concernant les peintures et les vernis, c'est quelque chose qui est sans solvant aussi, et on l'a vu quand on est sur un appel d'offres vraiment dédié, on demande des écolabels sur ces produits-là. On rappelle aussi que les métaux lourds sont interdits, et idéalement, voilà, les plastiques ne doivent contenir ni PVC ni composés phtaliques nocifs pour l'environnement. Donc c'est tout ce qui est phtalate. C'est quelque chose qu'on souhaite éliminer. Euh, voilà, pour aller un tout petit peu plus loin sur cette catégorie bois, on va dire, il peut y avoir des choses qui sont exigées, qui sont mentionnées de façon un petit peu plus scientifique les taux dans les panneaux à base de bois aussi, puisque là on a des cols ce segment qui ne doit pas dépasser les 0,5 parties par pp. Et ensuite, sur la concentration, donc dans les phénols, on doit être inférieur à 14 microgrammes par mètre cube dans la salle d'essai. Et là, on remet l'exigence sur les agents liants à base de PMDI. Voilà, on est allé un petit peu plus loin donc sur ce segment-là. Et si on s'intéresse aussi aux bâtiments et aux travaux, c'est quelque chose voilà, qui fait partie aussi de la qualité de l'air intérieur. Donc on va rappeler des éléments généraux, donc qui est la réglementation REACH, la SVHC, donc sur les substances extrêmement préoccupantes.
Selon ce qu'on achète et ce qui va rentrer dans le cadre de ce marché, on va par exemple utiliser des écolabels pour la partie peinture. Et aussi une des pistes, ça peut être de favoriser les matériaux biosourcés ou géosourcés qui vont du coup avoir moins d'émissions et donc limiter tout ce qui est être une alternative au potentiel plastique. Et ça, c'est quelque chose que les candidats peuvent nous présenter en éléments, donc en critères de choix des offres, par exemple. Et donc, ça nous arrive régulièrement dans les marchés de travaux de demander en quoi ils s'inscrivent dans l'économie circulaire, par exemple, le réemploi plus particulièrement, et est-ce qu'ils comptent utiliser des produits bio ou géosourcés, voilà, si on ne l'a pas imposé par ailleurs. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, c'était cette clause qu'on met sur les émissions liées au déplacement et aux motorisations de nos titulaires de marché. Donc, c'est une démarche qui date de longue date. Donc, la municipalité s'est engagée pour limiter l'utilisation du diesel. Et donc, c'était interdit d'utiliser des motorisations diesel dans le cadre de nos marchés. Désormais, il y a un contexte avec la loi, les réglementations ZFE qui sont apparues. Donc, du coup, on se base sur ça en utilisant les vignettes CRIT-R dont vous devez déjà avoir entendu parler. Et donc, nous, notre standard, c'est d'exiger que les véhicules qui interviennent sur les marchés relèvent de la vignette critère 1 et ou évidemment la critère verte qui est plus vertueuse d'un point de vue émission de gaz à effet de serre. Donc voilà pour ces illustrations qui concourent, qui s'inscrivent dans l'amélioration de la santé environnementale via la commande publique. Si je dois juste conclure un petit peu donc ce qu'on vient de dire, c'est donc évidemment en évitant le recours au plastique, et ça c'est une démarche aussi qui est menée par la ville de limiter au maximum donc les plastiques à usage unique, mais aussi les plastiques tout court, puisqu'ils peuvent voilà, avoir plus de chances de contenir des émissions nocives. Tout ce qui est favorisation du réemploi et de la réutilisation. Et là, et voilà, ce qui a évidemment plus on allonge la durée de vie du produit, ça a des, des effets très importants de façon générale, mais aussi sur les émissions et sur la qualité de l'air voilà, liée aux émissions de ce produit. Ce qui n'est pas compatible avec l'utilisation des écolabels et l'étiquetage des émissions, donc c'est les classes E1 ou A+, par exemple, que vous avez sur différents produits, puisque quand on est dans le réemploi, quelquefois on n'a pas la traçabilité du produit, et donc on peut pas garantir, on peut pas exiger un écolabel sur un produit issu de réemploi, alors sauf exception, mais voilà, c'est vraiment ce sont deux approches différentes. Et ensuite, il y a tout ce qui est accompagner l'utilisation des pratiques. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et quelquefois, dans l'utilisation, donc en diluant plus les produits d'entretien, en aérant les pièces, etc., en favorisant la qualité de l'air intérieur aussi, ça peut jouer sur ça. Donc, il n'y a pas que l'achat du produit en tant que tel, il y a aussi comment on s'en sert dans son usage. Voilà pour ce que je voulais vous présenter, pour vous présenter. Je vous remercie et je suis là si vous avez des questions. C'est à nous de vous remercier. Merci pour tous ces exemples très, très concrets. Et on espère que ça a pu aider les acheteurs présents. Et oui, si vous avez des questions, profitez-en via le chat. N'hésitez pas à lever la main. Si je peux me permettre, moi j'aimerais commencer les questions et puis j'espère que d'autres personnes vont enchaîner, enfin j'imagine en tout cas. Je voulais savoir, Alice, comment est-ce que vous avez eu des retours du milieu fournisseur par rapport à vos demandes à ce niveau-là, sur tout segment d'achat confondu, hein, j'entends.
sur leur maturité ou immaturité potentielle, c'est ça, sur ces sujets-là? Voilà, oui. Alors, comme toute exigence, c'est quelque chose qui normalement doit être vu en sourcing. Donc, dans les échanges préalables avec les fournisseurs potentiels, on les interroge donc pour savoir où ils en sont. Est-ce qu'ils ont peut-être des innovations ou des plus à nous faire découvrir lors du sourcing. Et après, on essaie de doser le niveau d'ambition en sachant quel va être leur retour et s'ils nous disent non, non, mais là, on sera jamais prêt. Ou voilà, on n'est pas, par exemple, il y en a aucun qui a un écolabel. Ça va être, on va adapter enfin nos exigences et donc on va peut-être plutôt les mettre en critères de valorisation plutôt qu'en imposer dans le cahier des charges pour pouvoir avoir des réponses du milieu industriel. Après, pour nous, ça nous semble important que ce soit un sujet et donc d'en parler pendant les rendez-vous de sourcing ou de communiquer dessus de façon plus ouverte sur les engagements de la ville et le souhait voilà pour atteindre des objectifs. Mais effectivement, il ne faut pas être déconnecté de ce qui se fait, des évolutions technologiques. On sait par exemple que sur donc les barquettes de contenants alimentaires de restauration collective, voilà, il y a une réglementation qui prévoit que on a trouvé des alternatives au plastique donc ça doit rentrer en application en janvier prochain. Bon, pour l'instant, on voit pas énormément de solutions concluantes sur le marché. En tout cas, c'est les retours qu'on a nous à notre niveau. Et donc là, effectivement, voilà, typiquement, ça va poser un sujet puisque, alors même au-delà de notre volonté à nous, Ville de Paris, mais ça peut être plus globalement, voilà, puisque la réglementation, elle va entrer en vigueur. Ça va être un sujet là de trouver vraiment voilà, les solutions qui sont absorbables et qui peuvent être proposées par l'amont industriel. Donc c'est toujours voilà, quelque chose qui doit s'étudier vraiment marché par marché. Ça marche, merci. On a une autre question dans le chat. C'est alors, comment contrôlez-vous toutes ces clauses? Et oui, c'est une bonne question. Alors, ces clauses, donc elles sont de divers gradations, on va dire. Évidemment, le plus facile à contrôler, c'est quand on s'appuie sur un label ou un certificat, enfin, une certification. Voilà, donc là, on va contrôler. C'est sur pièce administrative. Voilà, c'est quelque chose qui est le plus facile et le plus accessible pour tous parce que il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques très poussées pour pouvoir voir si le produit est bien porteur de label. Ensuite, l'étape d'après qu'il faut qu'on contrôle aussi, c'est voilà, où on en est des émissions, etc. Et ça, c'est quelque chose qui se fera peut-être à terme, justement avec notre service qui est en charge de ces aspects-là de santé environnementale et qui est en train de s'équiper pour faire des contrôles, on va dire voilà, d'émissions, etc. Ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment très dur de reproduire des conditions laboratoires, voilà, qui soient transposables et utilisables, enfin opposables si jamais elles sont pas concluantes. Donc c'est des choses qui sont qui se feront peut-être dans un second temps. En tout cas, la principale piste, c'est de contrôler vraiment les labels ou les documentations, tout ce qui est fiches techniques. Des produits qui sont vraiment déjà une bonne source d'information. Et donc ça dépend des segments, mais il y en a plus des segments qui précisent quand même ces émissions sur les différentes substances. Alors je vois aussi le commentaire de la Mel. Eh ben, je retiens. Merci pour les barquettes en carton. Si vous voulez. Et même si vous voulez en dire plus par rapport aux barquettes en carton, n'hésitez pas à intervenir. Oui, alors juste en quelques mots, effectivement, on a acheté des barquettes plastiques pour les salades à emporter, par exemple, pour le personnel, puisqu'on a un restaurant d'entreprise. On les a remplacées par des petites barquettes en carton. Il faut juste donc soit les monter soi-même,
Soit il y a aussi ce sont les moins chers en fait, parce que du coup il y a aussi la question du prix. Après il y a la barquette en carton habituelle. Donc on a remplacé le plastique par ça. Alors il y a quand même sur la barquette salade un couvercle en plastique. Par D'accord, contre pour là les c'est pour la restauration individuelle, c'est ça? oui c'est ça, c'est pour la restauration à emporter. D'accord. Ok. Et par contre, moi, je me posais une question par rapport à l'exemple que vous avez donné sur les serviettes périodiques. Je connais pas grand-chose en fait au niveau des perturbateurs endocriniens. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses tout à l'heure. J'imaginais pas que c'était aussi vaste. Ça veut dire que l'utilisation d'une serviette périodique régulièrement, ça peut également avoir des conséquences si vous allez jusque-là. Alors là, je saurais pas. Je pense que c'est donc toute la communauté scientifique qui est en train d'étudier ce genre de choses. En tout cas, le choix qu'on a fait, c'est de prévenir et de limiter au maximum les substances nocives dans les serviettes périodiques, entre autres, enfin, dans les changes bébés ou autres, pour limiter l'exposition. Ouais, je sais pas si l'état des découvertes scientifiques permet de faire le lien direct, mais voilà. On a préféré prévenir un petit peu comme, alors les biberons c'est avéré, mais un petit peu comme l'exposition pour la petite enfance dans les crèches, etc. D'accord. C'est intéressant parce que nous, on vient de mettre à disposition des agents, en fait, des serviettes dans les sanitaires, en fait, pour lutter contre la précarité menstruelle. Et par contre, en matière de coût global, comment est-ce que vous vous y retrouvez avec toutes ces initiatives qui sont formidables, en fait? Mais au niveau du budget, est-ce que vous arrivez à piloter ou est-ce que vous savez s'il y a un delta? Et aussi, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que politiquement, il a été accepté, voté? Enfin, je sais pas. Alors ça, c'est donc plus global de façon générale sur les achats responsables. On pourrait, enfin, étendre en tout cas votre question sur les achats responsables. Euh, alors, est-ce qu'il y a un delta? Il est toujours difficile à mesurer ce delta. Parfois, on s'attend à un delta et c'est pas le cas. Vraiment, on a des exemples en achat environnementalement responsable, mais également en achat socialement responsable. On a des bonnes surprises. On a des titulaires du secteur de l'inclusion, par exemple, qui se positionne sur beaucoup moins cher qu'un titulaire classique. Et donc voilà, ça dépend vraiment des segments. On a eu aussi sur le lait bébé, donc le lait infantile qui a été passé en bio. Donc là aussi, on s'attendait à des hausses de prix très importantes et en fait non, ça n'a pas du tout été le cas parce qu'il y a un effet volume, parce que peut-être c'était le bon moment de l'imposer. Voilà, ça n'a pas été le cas. Mais encore, enfin, si ça avait été plus cher, c'est dans certains cas un coût que la collectivité est prête à assumer justement parce qu'il y a un engagement derrière et il y a un portage qui est à tous les niveaux et ça c'était voilà, c'est vraiment important pour nous, ça facilite les choses, ça facilite enfin, c'est tout l'enjeu de notre spazeur. Donc c'est voilà, il y a des choses qui sont absorbables, il y en a d'autres non, mais voilà, c'est une volonté très forte aussi à tous les niveaux. Oui. Merci. Oui, excusez-moi, je me permets juste de rebondir sur la question des protections périodiques. Moi, ce que j'avais lu, c'est qu'en fait, c'est du coton qui va avoir été traité avec des pesticides et qu'on va mettre directement au contact de la peau, des muqueuses, etc. Donc, ça va avoir un impact. Qui plus est, ça va être blanchi avec des produits chimiques, etc. D'où effectivement l'intérêt de passer à d'autres types de protection, type lavable en tissu, etc. Effectivement, toujours Ecotex, hein, pour reprendre les propos d'Alice, évidemment. Alors, il y a une personne qui demande si vous, qu'est-ce que vous pensez ou est-ce que vous mesurez l'impact de cette commande publique vertueuse sur les comportements individuels des citoyens via la communication de votre démarche, par exemple? Alors, c'est une démarche sur laquelle on communique effectivement. On communique beaucoup aux agents de la ville, mais aussi effectivement vers les citoyens.
c'est quelque chose qui est porté par nos directions utilisatrices. Donc, ça va être les directions type voilà, les directions des affaires scolaires, de la petite enfance, etc. Et donc, c'est plutôt eux qui pourraient vous raconter, qui sont en lien vraiment avec les utilisateurs, les Parisiens et les Parisiennes. Mais c'est quelque chose qui fait l'objet de communication. Bien sûr, alors pas sur tout le dessous, en fait, la partie émergée de l'iceberg qui est les achats, les exigences dans les appels d'offres, mais plutôt sur les résultats et ce qu'on a et ce qu'on arrive à proposer comme qualité environnementale et sociale dans nos services et dans nos produits, voilà, les résultats de nos marchés. Merci. Et donc, je ne sais pas si vous voyez le chat, il y a une personne qui nous informe qu'ils utilisent des contenants en inox dans le cadre de la préparation des repas par leur service de restauration et qui sont ensuite acheminés dans les restaurants administratifs et crèches. Donc, je ne sais pas si ça peut aiguiller certains. Merci, oui. Et voilà. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez rapidement vous présenter cette démarche de contenant en inox. Sinon, on pourra se renseigner. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer. Et oui. Parce qu'il reste très peu de temps. Mais du coup, je vous remercie Alice pour toute cette intervention très technique et très très concrète. Et voilà. Et on va enchaîner effectivement sur la suite parce que on a une troisième partie à cette présentation. Oui. Alors, on va repartager l'écran. Et on va vraiment faire une explication. Et oui. Je ne sais pas si on peut partager. Alors, c'est bon. Donc, dernière petite partie pour conclure tout ce webinaire. Ça va être la présentation de fiches pratiques sur la santé environnementale réalisée par le GIP Maximilien. Donc, dans une démarche d'accompagnement des acheteurs publics et en vue de l'intégration de considérations de santé environnementale dans le marché public, on a créé des fiches pratiques. Donc, l'objectif, c'est d'aller au-delà de la simple intégration de considérations environnementales et sociales et par la prise en compte du facteur santé et de tous les risques en fait qui ont été expliqués précédemment par nos intervenants. Donc, on va avoir 7 fiches pratiques qu'on a organisées par segment d'achat en vue de vous apporter des informations concrètes. Donc, 7 fiches selon 7 segments d'achat. On va avoir une fiche bâtiments et travaux publics, une fiche mobilier, entretien des locaux, numérique, transport, alimentation et textile. Donc voilà, on va vous expliquer après ce qu'il y a concrètement dans ces fiches. Donc d'abord, il y a une fiche introductive dans laquelle vous trouverez un rappel de la notion de santé environnementale. Ça ne sera pas aussi approfondi que l'explication de Monsieur Sicolet là. Mais voilà, ça rappelle un peu le contexte. Vous trouverez un plan des fiches pratiques avec les liens, un lexique non exhaustif des notions importantes et scientifiques et des ressources en plus qui sont plus généralistes. Ensuite, ça va être la fiche introductive. On vous la transmettra évidemment, c'était pour que vous visualisiez un petit peu. Dans les fiches pratiques, ensuite, donc dans les 7 fiches pratiques, elles seront toutes organisées de la même manière, avec un contexte, le contexte de la problématique liée à ce segment d'achat. Ensuite, la réglementation applicable pour ce segment par rapport à la santé environnementale. Des conseils que vous pourrez concrètement appliquer pour vos marchés. De la documentation récapitulative par rapport au label et aux certifications. Généralement, c'est des renvois vers des documents très bien de l'ADEME.
Et on vous a aussi mis des exemples de clauses et critères tirés de marchés exemplaires qu'on a pu trouver. Et à la fin, des guides et des outils pour aller plus loin. Voilà, donc c'est un exemple. Par exemple, c'est notre fiche sur l'entretien des locaux. Vous voyez que c'est présenté par section. Elles seront toutes présentées de cette manière pour que vous puissiez vous repérer, aller chercher les informations où vous voulez. Ça sera plus facile à trouver. Et voilà. Et, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des ultimes questions. Et sinon, voilà, entre-temps, j'ai oublié de préciser, mais nos fiches sur la santé environnementale, ça va au-delà des perturbateurs endocriniens. Là, on a fait ce webinaire sur les perturbateurs parce qu'on ne pouvait pas parler de toute la santé environnementale. C'est un sujet très, très compliqué à aborder, très, très complexe. Et du coup, en fait, ces fiches sont allées au-delà des perturbateurs endocriniens en prenant aussi en compte la pollution atmosphérique, la pollution sonore et lumineuse et tout ce qui pourrait nuire à la santé. Voilà. Et ben, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir conclure. Je vous remercie pour votre participation et pour votre attention. Je remercie aussi nos deux intervenants. Ça a été à la fois une explication scientifique et technique. C'était très, très intéressant. Et voilà, et je remercie aussi le JP Maximilien de m'avoir permis de présenter ce webinaire, parce que je ne suis qu'une stagiaire. Et voilà, merci beaucoup à toute l'équipe, merci à vous et à nos intervenants. Et nous, bien sûr, on remercie Inès au nom du GIP pour sa participation. Elle a participé aux fiches de manière vraiment très, très active. Donc, un grand merci à Inès et à vous toutes et tous d'être venus aujourd'hui. On vous partage les fiches, les diapos, le replay le plus tôt possible. Vous aurez toutes les informations par mail. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée.